Voilà, merci Cyrielle et au Creative Mornings pour l'invitation. Bonjour à tous. C'est vrai que je remercie aussi Sébastien qui n'est pas là, mais qui m'a un petit peu, on a travaillé un peu ensemble pour la préparation de cette présentation matinale. C'est vrai que la thématique de la laideur était plutôt inspirante, puisque dans le cadre de nos recherches, vous le verrez, on a décidé d'illustrer quelques cas qui sont assez emblématiques des débats qui ont eu lieu ici à Liège autour de bâtiments au cours du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui sur la question, on va dire, de la laideur, ou en tout cas qui traverse cette notion-là. Alors, pour me présenter en deux mots, donc je suis historien, je travaille à la cellule architecture qui a été créée en 2007, donc depuis sa création. Pour faire simple, la cellule architecture est au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles Communauté Française, la structure qui valorise et promeut l'architecture contemporaine. Alors, on va dire que les régions s'occupent davantage de patrimoine au niveau de la répartition des compétences. Et donc nous sommes une équipe de 7 personnes, principalement des architectes, puisque notre métier principal, c'est d'accompagner la désignation d'auteurs de projets dans le cadre de projets publics, donc ces fameux concours d'architecture pour faire simple. Pour vous donner un exemple, ici à Liège, les bâtiments sur lesquels nous sommes commanditaires, eh bien, le cinéma Sauvenière, le SIAC, le manège de la caserne Fonck, le futur Man Musée, etc. Donc pas mal d'infrastructures culturelles au départ. Donc ça, c'est le principal de nos missions. Donc on s'adresse à des collectivités locales, des communes, des intercommunales, évidemment la communauté française. Alors deuxième mission importante, et c'est là le petit titre diffusion et promotion culturelle, c'est le soutien et la mise en valeur à une dimension culturelle de l'architecture qui nous paraît absolument fondamentale. Donc on accorde des subventions à des projets qui viennent d'opérateurs petits et grands, et on lance également nos propres initiatives comme la collection de guides dont Cyrielle vient de parler. Et enfin, le troisième axe, c'est le soutien à l'intégration des œuvres d'art, puisqu'il nous paraît absolument essentiel de soutenir la création en art plastique aujourd'hui dans l'architecture, à la fois pour sensibiliser le public, mais aussi pour donner du soutien à nos créateurs. Donc c'est le troisième axe. Alors en deux mots rapidement, un peu la collection et ses objectifs. Donc la collection, c'est une coédition avec Mardaga. Elle répond à un souhait qui a été exprimé depuis au moins 15 ans, voire plus, de davantage reconnaître la qualité de l'architecture moderne et contemporaine, qui était quand même quelque peu occultée, on va dire, au niveau du débat. Au niveau de la Wallonie, quand on regarde l'évolution de la Flandre, par exemple, où à la fin des années 80, il y a toute une dynamique qui se fait de sensibilisation de l'architecture au sens large, qui porte très très bien ses fruits, quand bien même aujourd'hui le gouvernement flamand actuel met plutôt en difficulté la politique du Vlaams Bouwmeester, qui est l'équivalent de notre structure. Mais toujours est-il que la Flandre rayonne pas mal sur la question de l'architecture par un premier travail qui est la réappropriation de son propre bâti. Et donc cette collection ambitionne à travers des ouvrages qui visent à la fois la vulgarisation, donc qui est accessible à tout le monde, en tout cas c'est notre souhait, mais en se voulant ouvrage de référence pour les spécialistes, pour la recherche, avec des bibliographies développées, un index des noms d'architectes, de plasticiens, etc. etc. Il faut savoir que ces ouvrages, comme l'ensemble des ouvrages que nous soutenons, ou en tout cas que nous produisons, font l'objet de politiques de commande. Donc nous passons commande à des auteurs, pour soutenir les auteurs, l'écriture sur l'architecture, à des photographes. Donc ici, le premier volume, c'était Elodie Ledure, qui est jeune photographe de Liège, a photographié l'ensemble du guide. Pour Mons, qui sortira en avril, dans le cadre de Mons 2015, c'est Olivier Cornil. Et pour Charleroi, la désignation vient de tomber, c'est Marie-Noël Dailly, guide en 2017. Et enfin, quatrième sortie de cette première phase de guide, ce sera Tournée Wallonie-Picarde en 2017. Donc les objectifs redécouverts de l'architecture, vulgariser, j'en ai parlé, et aussi, et ça rejoint peut-être la thématique qui vous a amené en tout cas à me proposer d'intervenir ce matin, c'est la question de dépasser le j'aime, j'aime pas, et de composer plus largement une image mentale de la modernité, c'est-à-dire se réapproprier finalement ce qu'est la modernité en architecture. Ça nous paraît absolument fondamental, sachant que dans une ville comme Liège par exemple, et c'est valable aussi pour Charleroi ou d'autres agglomérations, il y a toujours de la part, enfin c'est un sentiment
maintenant, mais qu'on ressent bien aussi à travers la presse ou des réactions sur des réseaux sociaux, d'une ville qui est franchement laide, qui a subi les assauts des transformations assez radicales dans l'après-guerre, ce qui est un fait, mais comment peut-on aujourd'hui faire avec ce qui est et avancer en ce sens. Donc là, je vais vous montrer 4 exemples de bâtiments qui sont repris dans le guide, mais qui sont un peu plus développés ici, qui ont fait le débat. Et peut-être, j'ai été voir d'abord ce qu'on entend parler, enfin la définition c'est toujours un peu basique, dans le dictionnaire et sur Wikipédia. Wikipédia, donc le laid ou la laideur est généralement la caractéristique opposée au beau. Et le sens primitif, donc avant qu'on parle d'esthétique, donc on parle de plutôt ce qui est désagréable ou outrageant, odieux. Finalement, je pense que la définition du Robert est plus courte, mais peut-être encore plus complète. Donc voilà ce qu'il écrit, qui produit une impression désagréable en heurtant le sens esthétique ou qui simplement s'écarte de l'idée que l'on a de la beauté et donc renvoie à la notion de perception, je pense, qui est assez fondamentale. Alors en architecture, c'est quoi la laideur? Eh bien, je vais l'illustrer par le premier cas. Donc les présentations, je vais chaque fois vous présenter le bâtiment, donc on y arrive. Voilà les 2 couvertures du guide Mons en projet. Oui. Ah, pardon, je vais essayer de me tenir un peu plus à l'écart. Voilà les objectifs, j'en ai parlé, de la laideur. Voilà le premier projet dont je vais vous parler. Donc, je vous resitue le bâtiment et puis je vous parle de la polémique qu'il y a eu autour de ce bâtiment-là. Donc, on est ici face à la maison Eithuysen. Donc, c'est une maison qui se trouve sur le quai des Ardennes, plus ou moins en face de Belle-Île, dans le quartier des Vennes, qui date de 1912 et qui est construite par Clément Pirnet. Alors, Clément Pirnet, c'est qui? C'est un architecte élève de Paul Jaspard, qui est une figure importante de l'art nouveau ici à Liège. Et il a la particularité que cet architecte, avec Paul Jaspard, ce sont des précurseurs de l'utilisation du béton dans l'habitation privée ici à Liège et dans des grandes structures. Donc Liège s'affirme au début du XXe comme un lieu de recherche sur l'usage du béton. L'exemple le plus reconnu internationalement, là c'est un ouvrage d'art, c'est la passerelle Mativa qui relie le parc de la Boveri au quai Mativa, qui existe toujours, hein, qui est à pont classé, qui est construit en quelques semaines à la veille de l'exposition universelle de 1905 et servira de vitrine à la société qui l'a réalisée un peu partout en Europe, la société Inbic. Et alors dans l'habitation et dans les constructions, c'est Jaspard qui fait des tests au niveau structurel, construit une grande salle qui a été malheureusement démolie dans les fins des années 30 dans le quartier nord qui s'appelle la salle de la Renommée, qui est probablement un des plus grands édifices du genre en béton en Europe au début du XXe. Et Pirnet, en tant que chef de dessin de ce bureau, va expérimenter jusque dans cette maison où il propose en fait de travailler l'ensemble de la façade en béton armé. Et c'est ça qui va susciter le débat, puisque ce projet ne passe pas la rampe de la commission communale pour l'examen des façades. Commission donc, qui, à mon avis, duré assez peu de temps. Et c'est ainsi que je vais structurer ma prise de parole. C'est chaque fois en prenant quelques citations qui vous permettent de plonger dans le contexte de l'époque. Donc tout ça, ce sont ici des extraits des PV. Et c'est chaque fois assez amusant puisque ça rend bien compte le ton de l'époque. Donc séance du 11 novembre 1912. Monsieur Léchevin, président, n'est pas en principe adversaire du remplacement de la pierre par d'autres matériaux de même valeur décorative. Mais il trouve très laid le projet présenté. La façade manque d'ampleur et de caractère architectural. Monsieur Thuillier, un des membres de cette commission, répond « est d'avis que la façade est d'une pauvreté outrée et la négation de tout style. Monsieur l'architecte provincial, à qui le plan a été soumis le jour même, estime que la façade n'a ni ligne ni proportion, le projet étant dénué de tout caractère architectural. » Pirnet est invité à présenter son projet à cette commission et on lui expose exactement les mêmes griefs. Monsieur Pirnet dit que ce n'est pas par économie qu'il a remplacé la pierre par du béton taillé. Il a employé cette matière chez lui, il en a été très satisfait. Il a voulu faire quelque chose d'original. Il montre les plans et des photographies de construction érigées par lui et il croit que l'on peut avoir confiance en son talent. Monsieur Remouchant estime que l'emploi de matériaux nouveaux appelle des formes nouvelles, mais le projet présenté ne répond nullement à ce que l'on peut espérer dans cette voie. De plus, il manque de proportions. Monsieur Enroth trouve le projet insuffisant, il n'est pas étudié, n'a pas d'architecture, c'est une construction rudimentaire. Il faut y voir la façade habillée. Monsieur Thuillier est d'avis que c'est le schéma d'une construction non travaillée. L'architecte, c'est intéressant, s'adresse alors à Victor Horta et Paul Comblaine, qui est un architecte local, pour avoir un soutien. Et la lettre d'Horta, que je vais vous lire, enfin en tout cas les principaux extraits, vont à mon avis donner un peu la définition de ce que peut être le laid et le beau en architecture, et vous verrez à quel point elle reste encore actuelle.
Donc voici la lettre d'Horta. La question que vous m'avez demandé d'arbitrer serait plus délicate s'il fallait entrer dans la controverse de ce qu'on appelle communément le beau, plus compris malheureusement à notre époque, comme une chose qui doit répondre à nos préférences personnelles, qu'aux conditions de l'art proprement dit. Votre différend me paraît résulter du malentendu de cette nature. À mon avis, la confiance d'une commission d'architecture doit plus se limiter dans la valeur des œuvres antérieures de celui qui présente un plan nouveau qu'à préjuger de la qualité d'art d'une œuvre nouvelle. Car cette qualité est si peu tangible, si difficile à définir, que nous voyons tous les jours des œuvres bafouées, il y a quelques 20 ans, se classer parmi les chefs-d'œuvre d'aujourd'hui ou de demain. Il poursuit, la meilleure règle à suivre, me semble-t-il, est de se souvenir que les charmes des villes découlent plus de la variété de nos recherches d'art sur les nécessités de construction et des matériaux mis loyalement en œuvre que de l'uniformité d'une architecture de parade, fût-elle 1000 fois plus ornementée. Je pense que on pourrait appliquer ça à des débats actuels, ça reste parfaitement d'actualité. C'est une lettre de 1912. Finalement, l'architecte, lui, ne se plie, je dirais, aux injonctions de la commission, et donc il revoit son projet, c'est le projet que vous avez ici sous les yeux. Et voici un dernier avis assez sanctionnant de cette commission qui dit la sécheresse des lignes, la nullité des surfaces et l'absence voulue de tout élément architectonique. Donc, quand vous voyez ce projet, de cette perception qu'on peut avoir, qui aujourd'hui, évidemment, ne suscite plus aucun débat. Bon, c'est difficile de voir le projet par rapport au projet initial, le projet qui a été réalisé. On voit bien qu'il y a eu des ajouts, notamment au 3e étage. Mais toujours est-il que cette maison reste vraiment intéressante sur le plan du débat qu'elle a suscité à l'époque. Deuxième projet, qui fait débat là dans l'entre-deux-guerres, ce sont les Galeries Liégeoises. Alors cet important bâtiment, vous ne le connaissez pas puisqu'il a été démoli. C'est aussi un bâtiment qui est réalisé par Paul Jaspard, avec la collaboration du même architecte, Clément Pirnet, qui se trouvait à l'actuel Café Regina, donc à l'angle de la rue Pont-d'Avroy et du boulevard d'Avroy. Donc voici ce qu'en dit Albert Puters dans le premier article sur les architectes liégeois modernes en 1928. Albert Puters, qui est un des auteurs du bâtiment du Val-Benoît. Il écrit « À la veille de l'exposition universelle, en 1904, la ville fait peau neuve. C'est l'occasion de Jaspard de produire. Son inlassable activité a un champ magnifique devant lui. Le centre de Liège se modernise. On élargit quelque peu la rue Pont-d'Avroy, entrée de la cité commerçante. Il se lance à la suite d'une idée hardie et réalise au coin du Pont-d'Avroy et du boulevard une maison de commerce. Les Galeries Liégeoises, œuvre hardie, et je dis, elles s'élèvent en 150 jours, mesurant 25 mètres depuis la base de sa fondation jusqu'au sommet, avec 7 étages, sous-sol compris, réalisées en pan de fer, avec parois de glace et terrasses en béton. C'est une immense cage de verre avec ossature de pièces laminées, employée rationnellement, sans fioriture. La polémique qui éclate l'année suivante, au sein du conseil communal, est la suivante, c'est que en 1930, Liège accueille une exposition internationale qui commémore, comme à Anvers, le centenaire de la création de la Belgique, 1830-1930. Donc un débat a lieu au conseil communal à propos de ce bâtiment qui est évidemment particulièrement visible. Bon, il n'est plus dans l'état que vous le voyez ici, il a subi un peu les outrages du temps. Un des conseillers dit « Je voudrais signaler à nouveau l'état déplorable de l'immeuble appelé le Regina, situé au coin de la rue Pont-d'Avroy et du boulevard d'Avroy. Il départ absolument cet endroit de la ville, qui est un des plus fréquentés. On se propose, je crois, d'élever en face un monument à Frère Orban. Des milliers d'étrangers passeront là l'an prochain. Il me paraît que nous ne pouvons laisser subsister cette horreur. Je sais bien que la ville n'en est pas responsable et qu'elle ne peut contraindre le propriétaire à prendre des mesures. Je demande néanmoins au collège de tenter une nouvelle démarche auprès du propriétaire pour l'amener à moderniser quelque peu cette façade. Le président Xavier Neujean, qui est aussi le bourgmestre, vous dites qu'il faudrait moderniser cette façade. Elle est plutôt trop moderne. Il faudrait l'archaïser. On rit. Texto dans le PV, ils mettent on rit. Le conseil communal, il est dommage qu'une bombe ne soit pas tombée sur cet immeuble pendant la guerre, à condition bien entendu qu'il n'y ait pas eu de victimes. Voilà. Donc c'est assez amusant finalement, on peut se rendre compte un peu des débats qu'il y a eu autour de ce bâtiment. Ce bâtiment ne sera pas transformé à cette époque, mais sera démoli en 1956 dans l'indifférence la plus totale. Exemple suivant, on quitte un peu Liège et on va vers la vallée de l'Ourthe. Et sur un projet, donc la Villa Moresset qui est réalisée par un ingénieur architecte, Georges Moresset, qui a travaillé principalement sur des structures. On ne connaît pas bien sa production, si ce n'est qu'il a travaillé sur un immeuble appartement dans les Vennes, mais il réalise cette très belle maison qui est toujours en état par rapport ici aux photographies d'époque. Donc c'est une villa qui domine l'ensemble du paysage de la vallée de l'Ourthe.
Elle est largement ouverte sur l'extérieur, elle a de généreuses baies vitrées comme vous pouvez le voir et deux grandes terrasses qui donnent sur cette vallée, une vue panoramique. Elle est réalisée entièrement en béton armé et les façades sont recouvertes d'enduit ainsi qu'un soubassement en grès noir qui assied la construction. Alors ce projet va particulièrement cristalliser l'opposition de l'association de la défense de la vallée de l'Ourthe qui est présidée par Louis Gavage, qui tient un bulletin et qui est vraiment je dirais, le porteur de cette contestation, qui se lie aussi à un intérêt assez simple, c'est que vous trouvez dans la vallée de l'Ourthe pas mal de producteurs de matériaux naturels, tels que la pierre bleue, et donc la lutte contre l'architecture moderne devient la promotion des matériaux naturels, dans un jeu de balancier, et il reproche à cette architecture de défigurer les villages anciens, et donc dans cette tribune qu'il s'octroie, qui est ce bulletin de l'association, voilà ce qu'il écrit en 1935. « Il faut veiller à ne pas laisser défigurer nos contrées par de hideuses constructions dites modern style, en béton, briques de laitier ou dans d'autres matériaux, mais conçus en architecture pour sauvages. » Il continue cette polémique l'année suivante, il s'exprime sur les ondes de Radio Serein, en louant plutôt l'architecture des monuments égyptiens, des forteresses, des palais du Moyen-Âge, de la Renaissance, en considérant qu'ils sont les fondements du génie architectural de l'humanité. Dans ce cadre, il traite très sévèrement l'architecture moderne, qui se fait la gloire, dit-il, de piétiner 40 siècles d'expérience et, dès sa naissance, condamnée, elle, au suicide. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit dans cette personnalité, en resituant dans l'époque, une virulente attaque également qui a comme point de départ une position assez ethnocentrée de l'Europe. Voici ce qu'il dit. C'est la frénésie du style cubique, monstre sorti de la même caverne que la peinture cubique. C'est l'assaut des pygmées contre les lois immuables de la nature. Voilà. Et donc, il promeut par ailleurs les belles et bonnes constructions qui sont justement des villas en petit granit, toiture en ardoise, etc. Et donc, il publie des bâtiments avec des tourelles d'angle, des imitations pans de bois, etc. Voilà en tout cas un exemple assez intéressant en dehors aussi qui montre bien ces cristallisations au niveau du débat. Enfin, dernier projet qui est tout à fait récent ici, c'est le Théâtre de Liège. Donc vous connaissez bien ce bâtiment qui a été inauguré en 2013, donc qui prend place dans la Société libre d'émulation, qui est donc ces sociétés savantes qui sont créées à la fin du XVIIIe siècle, ici en 1779, pour valoriser les sciences et les arts. Et donc ce théâtre prend place dans ce bâtiment historiquement, puisque on n'arrive pas vraiment à trouver politiquement de consensus pour construire un nouveau théâtre sur l'île Tivoli, craignant d'avoir de très très grosses oppositions dans ce lieu central de la cité après le traumatisme de la place Saint-Lambert. Et donc finalement, la décision politique se porte sur la réaffectation de ce bâtiment, mais avec la difficulté que pour installer un théâtre moderne avec des ateliers de costumes, les ateliers de décors et l'ensemble de la machinerie que nécessite un théâtre moderne, on double la superficie du bâtiment existant qui passe de 4000 m² à 8000 m², c'est-à-dire une petite comparaison, c'est plus grand que le musée des arts contemporains au Grand Ornu, donc c'est vraiment une assez grande surface, et que l'îlot bâti tel que vous le voyez aujourd'hui est très densément occupé, ce qui pousse les architectes à se développer sur les 3 rues, et avec cette façade qui, elle, suscite très franchement la polémique. Et là, ça me permet d'aller un peu plus vers la presse, de quitter un peu la sphère des débats politiques vers celle de la presse, et notamment avec un sondage qui est lancé par la Meuse, qui s'intitule « Pour ou contre la nouvelle façade du théâtre de l'émulation à Liège ?» Qu'en pensez-vous? Et là, on retrouve le j'aime, j'aime pas. J'aime 28%, 146 votes. Je n'aime pas 63%, 329 votes. Sans opinion, 9%, 45 votes. Et en dessous de ce vote, vous avez évidemment les posts Facebook qui s'affichent. Et j'en ai pris 2 et qui me paraissent assez intéressants. Voilà, à vomir, un scandale. À côté de cela, on cherche des embrouilles. Il y a des personnes dont la dimension des Vélux est hors norme. Je la trouvais fort drôle aussi par rapport à cette grande façade vitrée. Et à la fois qui pose aussi la question de la mesure des réglementations, puisque c'est vrai que des personnes se trouvent coincées dans des transformations pour des détails, et donc se posent des questions par rapport à des bâtiments comme ceci. Et un autre exemple aussi de quelqu'un qui connaît visiblement assez bien le fonctionnement des théâtres, voilà ce qu'il dit. En présence des architectes, je n'ai fait qu'un seul commentaire, que c'est laid. Je persiste à penser que c'est vraiment laid.
Quand on vient de la rue de l'Université, on voit ce bloc stupide qui masque l'avancée de l'ancien bâtiment. On aurait pu se passer de voir la place du Vintou être défigurée par cette construction. Mais vouloir faire de l'art à tout prix semble être le délire architectural. Enfin, 3 points d'exclamation. J'ai sollicité les architectes, Pierre Ebling, Pierre de Witt, qui m'ont envoyé aussi un autre extrait, qu'ils ont gardé d'ailleurs et qu'ils mettent dans leur bibliothèque. Je ne retiens pour l'instant de Pierre Ebling que l'horreur qu'il nous offre place du Vintou. C'est un travail de m'as-tu vu architecte, en un mot, qui manque de la plus élémentaire humilité face à la qualité du bâtiment qu'il rénove. J'espère voir un jour les mangeuses de béton enlever tout ce qui dépasse et rétablir l'harmonie de la place. A succédé à ce débat dans la presse une interview croisée par le 15e jour, journal de l'Université de Liège, entre Pierre de Witt, l'un des concepteurs, et Claudine Houbard, qui est architecte et également enseignante à la faculté d'architecture, et membre de la commission, chef de travaux, à la commission des travaux royale des monuments, sites et fouilles. Et donc, on voit un peu ces arguments qui s'échangent sur la question de cette proéminence, en tout cas sur la place du Vintou, et qui, je dirais, assied un peu aussi voilà, le point délicat qui est cet élément monumental en verre entre en concurrence avec la façade originale, dit-elle, en perturbe la lisibilité et nuit à la cohérence de la place du Vintou. Donc voici ici en tout cas un débat assez récent. Et j'en arrive à la conclusion, je pense qu'au niveau du temps c'est bon. Alors pour la conclusion, j'avais envie de lire 2 petits extraits qui retournent la perception. Et là, vous avez vu que dans les exemples, je n'ai pas pris un exemple des années 60 qui reste pour la plupart du public la période la plus difficile pour Liège, celle qui subit en tout cas les transformations les plus significatives. Voilà ce que dit en 1976 Pierre Colmont dans le bulletin de la classe des Beaux-Arts à propos de ce changement. En changeant de visage, comme elle le fait sous nos yeux, Liège répond assurément à l'attente des businessmen, mais certes pas à celle des esthètes. Ils se sentent jour après jour moins enclins à s'exclamer, comme Hubert Colleil, qu'elle est fine et belle, plus près de concéder à Graham Greene qu'elle est laide et brutale. L'insertion harmonieuse dans le contexte préexistant y préoccupe d'ailleurs médiocrement les bâtisseurs. Voyez les blocs d'immeubles à appartements, hauteur, rythme, couleur, matériaux, tout est anarchique. Les façades ont souvent du mérite, considérées séparément, mais elles se font tort les unes aux autres. Quant au couronnement, aux flancs et aux arrières, ils rivalisent ordinairement de laideur. Voilà la perception au moment des transformations. Et voilà aujourd'hui un autre regard, et pour moi qui est peut-être la conclusion ici, qui est de Joseph Abraham. Alors Joseph Abraham, il est prof à l'école d'architecture de Nancy, l'ENSA Nancy, et c'est une figure très importante de la redécouverte de l'architecture moderne en France, et même en dehors, puisqu'il est à l'origine du classement de la ville du Havre au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc le Havre a été entièrement rasé pendant la guerre, a été reconstruit par Auguste Perret, qui est une figure majeure de l'architecture de l'après-guerre en France, et propose une cohérence assez remarquable. Et donc voilà ce qu'il dit suite à une sollicitation à Liège dans une publication d'artefacts sur l'architecture au XXe siècle. Des immeubles d'habitation de 10 à 15 niveaux se répandent en tranches mitoyennes le long des boulevards et des quais. Des tours plus hautes encore, plantées dans le socle de la ville comme des stèles, jalonnent l'espace urbain, conférant à l'ensemble une formidable cohérence. Il s'en dégage une énergie primitive, une urbanité implacable qui laisse voir mieux qu'ailleurs les dispositifs pragmatiques qui la façonnent. Liège tire de cette force endémique l'essentiel de sa contemporanéité. Liège est d'une beauté peu commune, rude, rugueuse, élégante, brutale. Ce qui me paraît assez intéressant dans cet extrait, au-delà je trouve c'est un texte assez poétique comme il est formulé là, c'est que, et je dirais que c'est un peu le point de vue qu'on développe, la ville elle est telle qu'elle est, ayons une vision pragmatique, elle a été transformée, il y a eu des erreurs par le passé, il y a encore des erreurs aujourd'hui, mais que peut-on faire aujourd'hui pour améliorer, faire que demain, quelque part, sera mieux que ce que nous avons sous les yeux, et en considérant que la ville telle qu'elle est aujourd'hui a des qualités absolument indéniables. On a souvent des retours de visiteurs étrangers qui disent finalement, ces grands fronts de buildings, ces grands fronts bâtis, c'est ce qui fait la spécificité de cette ville, c'est ce qui donne son allure de métropole, c'est ce qui la distingue d'autres villes. Et donc, ces guides, me semble-t-il, participent à cette appropriation par tout un chacun. Et finalement, rejoint la définition que Patrick Burnien avait évoquée, c'est quoi l'architecture moderne ? Eh bien, l'architecture moderne, c'est plus intéressant de comprendre le pourquoi
que avant de porter un jugement. Donc comment les choses se sont faites, et ensuite après libre à chacun d'apprécier ou de ne pas apprécier, mais ça permet d'éclairer les positions. Et ça rejoint aussi la notion d'histoire finalement, puisque c'est quoi l'histoire? Je me souviens que c'est une question qu'on posait à de nos profs fameux ici à l'université, Jean-Pierre Massot, et en fait lui disait mais il y a histoire quand il y a débat, c'est-à-dire quand il y a des gens qui se réunissent, qui parlent entre eux, qui ne sont pas d'accord, eh bien, on se dit, tiens, là, il y a quelque chose qui se passe, et c'est ça finalement, c'est le débat d'idées, le débat culturel qui fabrique aussi l'histoire. Voilà, merci, je suis à votre disposition pour les questions.